donc dispo. Qu'est-ce qui empêche les personnes de leur expliquer le pourquoi ça en est une, pour comment on y... Enfin, c'est ça, rien ne n'empêche. Maintenant, dans les faits, 9 fois sur 10, ça n'arrive pas. Ah, d'accord. C'est... En fait, oui, dans la théorie, bien sûr, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est là où on reconnaît les bons architectes, peut-être même à la limite. Mais dans les faits, ça n'arrive pas parce qu'ils sont trop sollicités. Parfois, c'est juste pas qu'ils veulent pas. Hein. C'est qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils sont architectes du groupe. Et du coup, ils doivent parler avec 15, 20 équipes. Ils n'ont juste pas le temps de passer, d'expliquer à quelqu'un. Ou tout simplement, ils vont prévoir un truc, puis les devs, quand ils vont s'y mettre, ça ne va pas bien fonctionner. Ils vont devoir modifier le truc. Et si l'architecte n'est pas là ou n'est pas dispo avec eux, en fait, les mecs, ils sont perdus. Et c'est là où on retrouve, on est bloqué, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas telle information. Et en fait, l'architecte, il nous a répondu 3 semaines après. Mais là, tu dis, tu prends l'autonomie des équipes, mais si ça ne marche pas, les gens ne restent pas les bras ballants. Malheureusement, non, mais justement, généralement, puisque tu prends l'autonomie des équipes. Donc, ah oui, non, mais voilà. Ils sont autonomes, ils se disent, voilà, on va faire ça, et puis on en rediscutera après pour ça. Ah oui, mais parfois, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Je comprends. En fait, il faut voir que dans la plupart des groupes, alors tant mieux si ça vous paraît stupide, mais dans la plupart des groupes, les gens n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de prendre des décisions d'architecture. Ils n'ont pas l'autorité pour le faire. Bon, moi, j'ai déjà vu des gens qui arrivaient, voilà, on pense faire ça comme ça, et le manager qui dit, attends, est-ce que tu as vérifié avec l'architecte? Est-ce que tu as validé? Est-ce que tu as le papier tamponné? Ils ont besoin d'un schéma d'architecture validé par des architectes qui ne toucheront jamais au code. Et ça paraît incroyable, mais c'est, moi, dans tous les gros groupes où je suis allé, c'est tout le temps ça. Les équipes n'ont pas le droit de faire ces choix-là. Après, je voudrais me faire avocat du diable sur un truc. C'est si tu donnes cette autonomie aux équipes et que chacun du coup prend ses responsabilités potentiellement, etc. Mais sauf que souvent il y a des produits, et c'était un peu dans l'intitulé de ton BBL, qu'est-ce qui se passe sur des produits qui sont très complexes, très interliés les uns aux autres, etc. Alors, pour ça, on a 2 choix. Enfin, moi je vois 2 choix. Il y en a un qui n'en est pas un. Le premier choix, c'est on va mettre un framework de mise à l'échelle qui va dire aux gens comment travailler. Il y a par exemple Safe qui a un espace dédié à ça, le PI Planning. Je ne sais pas si les gens connaissent Safe. Un petit peu. Donc le PI Planning qui est vraiment fait pour dire voilà ce qu'on veut faire, voilà les dépendances qu'il y a, voilà ce qu'il faut faire entre telle équipe, telle équipe, telle équipe, telle équipe. Pour moi, ce n'est pas du tout une solution. On ne devrait pas gérer des dépendances. On doit travailler de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance. Alors souvent on me dit, ouais, mais dans les gros SI, c'est pas possible. En fait, si, c'est tout à fait possible. Il y a plein de systèmes. Un système, par exemple, il y a un système qui aujourd'hui permet à des milliers de personnes qui ne se sont jamais rencontrées dans des pays différents de travailler sur le même code ou de travailler avec le même code en dépendance. C'est l'open source. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que moi, je suis l'équipe qui va faire telle fonctionnalité. Soit je fais de l'inner sourcing, c'est-à-dire que c'est de l'open source, mais à l'échelle de l'entreprise juste, on ne diffuse pas n'importe où. Ça veut dire que n'importe quelle autre équipe qui a besoin de modifier pour avoir sa fonctionnalité ou que ça rentre avec elle, peut le faire. Le code ownership, il est distribué. Personne n'est responsable, enfin, il y a une responsabilité, mais personne n'est propriétaire d'un truc. N'importe qui, tu as un besoin sur de login qui ne te renvoie pas une info dont tu as besoin, tu vas modifier le code. Donc tu n'as pas de dépendance. L'équipe est indépendante. Si tu commences à devoir attendre que l'équipe liée au login le mette dans son backlog, le priorise et te livre le truc, là tu es coincé, tu as une dépendance. Donc le truc c'est de gérer le code de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance justement. Donc c'est d'ouvrir le code et de permettre des interfaçages et c'est là où on va créer des communautés de pratiques. On va dire, voilà, là on a besoin de trucs, voilà, les devs ils vont se parler en disant, voilà comment on peut interfacer de façon générale côté urbanisme du SI, et puis tout le monde se met d'accord. Et ça suffit en fait. Ça suffit pour fonctionner. On n'a pas besoin d'aller chercher faire des PI planning qui coûtent sur certaines boîtes 150 ou 200 000 euros pour 2 jours de travail. Qui au final, juste pour la petite info, moi j'étais arrivé comme ça, et puis au final je regardais un petit peu ce qui avait été prévu en PI planning. Donc un PI planning, on prévoit 3 mois. D'accord ? Et de ce qui avait été réellement fait dans les 3 mois, en fait, c'était 10% de ce qui avait été prévu était fait. Donc la journée à 200 000 balles, elle ne servait à rien. Bon. Mais ça a embêté personne. C'est autre chose.
Mais voilà, donc quand on arrive comme ça, attention, c'est pas juste de dire on fait ça et puis non. Il y a toute une vraie pratique, il y a toute une dynamique et un organisme à avoir autour de ça qui est un découpage assez petit pour bien travailler. Et quand je dis petit, c'est vraiment fonctionnel. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien montrer, c'est quand on fait un découpage, on découpe comme une part de gâteau. Hein. C'est-à-dire qu'on découpe avec toutes les tranches, le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait. On découpe tout. On ne fait pas, bon, sauf si on aime beaucoup le chocolat blanc, on va avoir tendance à prendre que le chocolat blanc. Mais voilà, une fonctionnalité, c'est la part complète du gâteau. Ce n'est pas la base de données et puis après on fera le reste. Donc on découpe comme ça et c'est toujours possible. Et nous, la dernière fois, on avait fait avec Scrum Life aussi un autre meet-up où justement les gens venaient avec des US indécoupables et on les découpait en séance. Et c'était super intéressant parce que les gens ne se rendaient pas compte à quel point on peut découper des fonctionnalités. Et quand on découpe des fonctionnalités, oui, on va se retrouver avec peut-être 15 trucs, 15 items au lieu d'un. On va dire, bah oui, mais du coup, c'est vachement de temps de les détailler et tout. En fait, on ne va pas les détailler tous. Et on acquiert une modularité qui est de, bah, ouais, en fait, attends, rentrer le texte dans la base de données, c'est quand même important, je veux le faire. Le mettre en gras, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. On va peut-être faire autre chose à la place. Et là, on commence à pouvoir prioriser par la valeur. Et comme on n'a pas prévu de faire le gras avant, et ben on a toujours un produit qui est complet, équilibrable et qui n'a pas de code mort. Donc de qualité. Et ça se trouve, on ne fera jamais le gras. Même si le gras, c'est là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors du coup, on revient sur les features tout à l'heure, j'ai envie d'intervenir sur ce que vous avez dit, à savoir qu'il faut s'intéresser aux features, jamais aux techniques, jamais à la technique en fait. C'était peut-être pas dit tout à fait comme ça. En fait, par là-bas, quelqu'un avait dit que... Non, c'est les stories. Dans les stories, Ah oui, les stories. Voilà. Donc, Oui, alors US technique, ça n'existe pas. Oui, des stories. C'est pas user stories, du coup, avec des tâches. Oui, oui. Et du coup, que l'équipe se retrouvait à travailler, donc à consommer, mais pas forcément à produire de valeur métier. Voilà, c'était ça la problématique. Mais des fois, on a des features la nécessité d'une mise en place d'un socle technique un peu lourd et qui ne peut pas être porté par l'US elle-même parce que sinon on se retrouve avec des US trop grosses et donc des trop gros risques sur le sprint. Il y a des chefs. Voilà. Du coup, enfin, moi c'était en réponse à ça, c'est pour ça que du coup des fois on se retrouve avec des US techniques et à la limite parfois de se dire bah, on va garder une user story un peu plus petite mais qu'on ne pourra pas commencer avant d'avoir fait cette tâche technique vraiment. Mais j'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui de solution en disant à chaque fois qu'on fait des tâches, il faut que ça ait de la valeur ajoutée parce que des fois il y a des prérequis qui sont purement techniques et loin. Alors pour moi, il y a deux choses là-dedans. Un, je l'ai pensé, on me le dit souvent, ça c'est trop gros pour tenir dans un sprint, c'est indécoupable et donc il faut faire ce socle technique pour accueillir l'US. En travaillant, ça prend du temps, mais en travaillant avec la personne, j'ai toujours réussi à le découper, fonctionnellement. Toujours, ce socle technique. Toujours, toujours. Donc, je serais ravi de trouver quelqu'un qui me mette à défaut par rapport à ça, mais j'ai toujours réussi. Donc, n'hésite pas, si tu veux qu'on en parle un autre jour, à me contacter et puis à me soumettre un exemple pour que je puisse y réfléchir. Ensuite, la deuxième partie, attends, rappelle-moi la deuxième partie, c'était... Technique, il n'y a pas de valeur fonctionnelle. Oui, il n'y a pas de valeur fonctionnelle. Ah oui, et en fait, on peut avoir des tâches techniques, des éléments techniques qui ont une valeur. C'est-à-dire que on veut migrer la base de données. Ça doit avoir une valeur pour l'utilisateur. Si ça n'en a pas, pourquoi le faire? Et ce qu'il faut, c'est trouver en tant que technicien, en tant que développeur, quelle est cette valeur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu veux faire la migration de la base de données? Bah, parce que celle-là, la nouvelle version, est beaucoup plus rapide. Ça a un impact pour l'utilisateur d'être plus rapide. Son application va mieux fonctionner. On veut refactorer ça. Pourquoi? Pour de la maintenabilité, parce qu'il y a c'est toujours cette partie de code qui nous fait plein de bugs. Ça a un impact sur l'utilisateur. Moins de bugs, de meilleure qualité, donc enfin des features de meilleure qualité, un produit de meilleure qualité. Il faut toujours chercher cet impact, parce que c'est comme ça qu'on va le vendre entre guillemets au PO, pour qu'il puisse le prioriser. Il doit toujours... Moi, vraiment, j'ai du mal à trouver un élément technique qui serait justifié sans avoir vraiment d'impact. Et attention, l'impact, ça peut être, nous, en tant qu'équipe, on ira plus vite. C'est un impact, parce que ça veut dire que pour l'utilisateur, on va pouvoir livrer plus de valeur.
parce qu'on va aller plus vite sur les trucs. Enfin, tu vois, il y a toujours des justifications. Et la seule justification qui est valable, mais qui n'est pas... Le truc, c'est de dire, on a envie de le faire. Ça nous fait plaisir en tant que technicien. On va apprendre des trucs. Et en fait, il ne faut pas négliger ça. Et le PO, il doit le comprendre. Je regarde le PO, il doit le comprendre. Moi, c'est ce que j'appelle, alors je ne sais pas si c'est moi qui l'appelle ou je l'ai lu quelque part, mais c'est ce que j'appelle l'expérience développeur. En fait, c'est important, c'est-à-dire que pour que les gens soient contents de venir travailler et fassent un bon produit, fassent de la qualité, il faut qu'ils soient contents, justement. Donc, parfois, oui, il faut juste se faire plaisir. On va installer, on va pas utiliser MySQL, on va utiliser MongoDB parce que on a envie de l'apprendre. Ça va être vachement bien, ça va nous donner de l'information. On espère que ce soit mieux, mais on ne sait pas. Mais voilà, et ben, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir l'accepter. Il ne faut pas que ce soit trop. Voilà, il faut que ce soit un juste milieu. C'est de la discussion, c'est de la négociation. Mais ça doit aussi s'entendre en fait dans le backlog, parce que en vrai, ça va quand même avoir de l'impact sur le produit, parce qu'on va avoir des gens plus impliqués sur le développement de notre produit. J'ai l'impression qu'on a triché. Pourquoi? Parce que on s'est dit que ça devait avoir de la valeur. D'abord, on est parti en se disant qu'il faut que c'est de la valeur métier, puis on s'est dit oui, mais la valeur métier n'est pas que dans le besoin, elle est aussi dans ce que fait l'équipe. Mais du coup, l'équipe, il ne faut pas qu'elle dise on fait un truc juste parce qu'on a envie, mais il faut quand même qu'elle fasse le truc parce qu'elle a envie. Il faut un juste milieu en fait. Il faut un juste milieu. Non, c'est en fait, on a donné deux réponses. Ouais, mais non, mais parce que en fait, c'est ça, c'est de la négociation, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que moi, si une équipe vient me voir tous les matins en disant voilà, on voudrait expliquer à notre PO qu'on veut faire ça parce que ça nous fait plaisir et que c'est à chaque fois, tu vas leur dire en fait, si leur produit est de qualité, qui livre énormément de valeur et tout, vite, je vais dire banco, quoi, continuez comme ça. Si par contre ils ont des problèmes de livraison, des problèmes de qualité, qu'il y a 15 bugs qui reviennent à chaque fois, attendez, avant de vous faire plaisir, on va peut-être essayer d'assainir un peu le truc. Tu vois, c'est une question de jugement et en fait, que doit faire l'équipe en elle-même. Et c'est pas le PO qui dit non, on fait pas ça, ou l'équipe qui dit non, on fait ça. Il faut que chacun le comprenne, en fait. Ça paraît con à dire, mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est pas chercher à convaincre quelqu'un de faire quelque chose, c'est qu'il soit d'accord pour le faire. Et du coup, là on en revient un petit peu à la conscience pro de l'équipe, mais il n'y a pas de solution magique, par exemple pour lui, qui se retrouve avec une équipe de geeks technophiles qui veulent pas s'amuser, mais... T'as déjà vu d'équipe de pas geek technophile? Non, alors, moi j'ai une solution. Alors, j'ai une solution, je dis pas qu'elle est magique, mais c'est à long terme. Et en fait, c'est de challenger l'équipe sur leur choix, machin et tout, de dire attendez, on cherche à faire de la valeur. Et ce qui est formidable, ce qui marche, c'est un moment, c'est de dire, c'est quand le PO revient 3 mois après la livraison d'une feature. Et dire, regardez la feature, voilà, il y a tant de gens qui l'utilisent, ça a fait gagner tant d'argent à la boîte. Ça. En fait, là, les mecs, ils se rendent compte que ce qu'ils font, ça a un impact, ça fait gagner de l'argent, ça en fait perdre. C'est-à-dire que le PO qui arrive en disant, bon, voilà, on pensait gagner 10 000 euros par semaine en faisant ça, puis en fait, maintenant, on en perd 4 000. On va peut-être enlever la feature. Ça montre aussi, en fait, encore une fois, ça montre que c'est pas le PO dans son coin et l'équipe de dev qui fait son truc, c'est qu'on est une équipe qui vont faire un objectif et un but commun, qui est pour l'entreprise, de gagner de l'argent, pour l'utilisateur, d'avoir une vie plus facile. Alors, je vais essayer de dire ça comme ça. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on implique. On ne peut pas dire aux gens, sois impliqués. C'est comme quand tu dis, sois spontané. Ah merde, tu peux plus. C'était bloqué. T'es bloqué, tu peux plus l'être. Donc tu peux pas dire aux gens, sois impliqués. Tu peux que les inviter à être impliqués. Et pour inviter les gens à être impliqués, il faut leur donner les moyens de s'impliquer. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé pendant 5 ans avec un produit de merde. C'est-à-dire vraiment un truc que j'aimais pas du tout. C'est-à-dire c'est mettre de la pub sur des sites. Le truc, je suis le premier utilisateur d'Adblock. Donc je déteste ça. Par contre, on avait une capacité technologique et tout. On s'amusait vraiment. Quand je disais on remplaçait par MongoDB, là à un moment j'ai pu me lancer et faire du MongoDB. Personne n'en avait jamais fait. Pouf, on s'est lancé. On avait cette expérience développeur qui était vachement bien. Donc, parfois ça va être sur la technique, parfois si on ne peut pas sur la technique, ça va être sur le produit. Il faut impliquer, en fait on était impliqué. Le jour où on nous a coupé ça, on est parti.
que le produit était toujours merde. Voilà. Donc tu vois, c'est. Comment ça fait pour livrer un bon produit tôt, correctement et ainsi de suite, parce que ça va bien tu bosses sur un produit de merde. Ah bah, attention, après, c'est la destination du produit qui, j'estime, de la merde. Ils mettent de la pub sur internet. Tu sais, c'est le genre de boîte où ils disent attendez, il faut qu'on sache combien il y a d'adblock sur nos visiteurs. Ok, ils voient le pourcentage. Ah bah mince, il y en a de plus en plus, on va doubler le nombre de pubs. Voilà. Et après, ils ne comprennent pas que ça continue d'augmenter malgré qu'on leur dise. Enfin bon. Donc voilà, c'était plus le produit en lui-même qui était. Voilà, je trouve qu'il n'apportait rien à l'humanité. J'ai une autre question sur un autre sujet. J'ai l'impression que ce format-là correspond aux équipes petites à moyennes, mais pas sur des grosses équipes. Qu'est-ce que ça s'appelle les grosses équipes? Alors on va dire de 2 à 5 développeurs. Ça, c'est une grosse équipe? Non, petite à moyenne, on va dire 2 à 5 développeurs. Et au-delà, j'ai l'impression que le format une semaine, avec le fait de ne pas perdre trop de temps au début, c'est compliqué à maintenir sur les grosses équipes. Mais je me trompe peut-être. Moi, je l'ai fait avec des équipes de 1. Je l'ai fait avec des équipes de 5, je l'ai fait avec des équipes de 11. Ça marche encore à 11 personnes? Sans problème. Okay. Attention, quand je dis sans problème, les premières semaines, il y a des problèmes. C'est un changement de mindset complet pour les développeurs. Ils n'ont pas du tout appris à travailler comme ça. Mais pas du tout. Ils ont appris à travailler complètement à l'inverse. Moi, j'ai beaucoup de développeurs, et ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est quand j'arrive, ils disent « Oh, on m'emmerde pas avec tes trucs. On me dit quoi faire, je le fais, je rentre chez moi. » Et qui, 3 mois après, en fait, sont à challenger le PO en disant « Attends, t'es sûr que c'est vraiment ça qui va apporter des trucs pour l'utilisateur ?» En fait, j'ai l'impression que s'il y a 11 développeurs avec un PO, avec un découpage qu'on doit mettre au plus fin possible, il y aura une liste de tâches invraisemblables à faire, même en une semaine. Et du coup, c'est ça qui me paraît... Alors, on en vient à une autre pratique d'extreme programming. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait le TDD, donc Test Driven Development, qui est le pair ou le mob programming. C'est-à-dire que plus on va avoir de monde, moins on va être efficace. Donc plus on va essayer de réduire ça. Et en fait, alors il faudra regarder, j'en ai parlé hier, il faut que je retrouve le chiffre et la source. En gros, quand ils ont fait l'extreme programming, ils ont fait des études pour regarder et ils ont montré que 2 personnes qui travaillent en pair programming, produisent plus que 2 personnes qui font des tâches en parallèle. Et de meilleure qualité. Ils produisent plus et de meilleure qualité. Donc plus il y a de monde, plus moi je vais pousser les équipes à faire du pair programming. Alors je vais commencer en leur disant bon bah on va choisissez une tâche, tant qu'à faire une des plus importantes, que vous faites en pair. Et en fait en faisant ça, plus ils s'y mettent et plus à un moment j'arrive comme ça, puis personne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils avaient besoin d'un écran, ils sont tous partis faire travailler en pair mais en mob, toute l'équipe sur le même truc. Ah bon? Ok, c'est cool. Voilà. Plus ils s'y mettent, plus c'est dynamique et plus ça produit. Donc ça aide énormément. Alors après, je dis pas qu'à 11, de le faire sur le même truc, bon, c'est peut-être un peu overkill, mais ça, j'ai jamais fait, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, à 2, 3, 4, et moi, quand je dis 11, je comprends le designer. Donc en plus, avec le designer. Ça fait vraiment beaucoup en fait. Comment? Au-delà de 4 ou 5, j'ai l'impression que ça fait vraiment. C'est beaucoup, ouais, non, c'est beaucoup, c'est plus ardu. Mais ça reste possible. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, ça reste possible. Mais derrière, il y avait la question de la charge du PO. Ouais. Et donc là, il y a aussi la question 11 personnes. est-ce que dans l'équipe, il y a aussi plus des fonctionnels et peut-être moins de codeurs? Ça? Non, parce que pour moi, le PO, il n'a pas plus de charge. Comme je dis, en fait, comme on va travailler à plusieurs sur des tâches, bah, en fait, il y aura autant de tâches. Et il faut voir que... bon, après, je ne sais pas quand vous travaillez, si mais... la CAF est plus grande, il faut quand même que le PO, il alimente toute la... Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui incombent au PO, dont il serait déchargé si en fait il n'avait pas à suivre les phases de conception, design, de s'assurer que tout est coordonné, que tout arrive au bon moment pour alimenter l'équipe. S'il a plus à s'occuper de ça et qu'il se concentre sur faire ses tranches de gâteau et prioriser par la valeur. Non mais du coup ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Bah, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Ouais, bah, c'est bien mon point. Ça veut dire qu'il faut que dans l'équipe, il y ait des gens qui soient vraiment fonctionnels, sans être forcément au PO. Oui, mais si tu peux appeler ça fonctionnel, par exemple, si tu parles du designer, oui, UX. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on a des contextes où on a des équipes qui ont une partie de ça, tout ça, enfin, de ton carré là. Ouais. Et en fait, pour des raisons diverses et variées, historiques ou même parfois organisationnelles ou des choix, ou enfin voilà. Et du coup, est-ce que c'est
possible de travailler comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un bout quand même qui est à l'extérieur? Et qu'est-ce qui est absolument, enfin, sur une critique équipe, ou ouais. pas? Enfin, sur une équipe ou plusieurs équipes existantes, j'ai essayé. C'est quasiment impossible d'arriver et puis de dire bon bah on change tout et on fait comme ça maintenant. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on a déjà les devs qui travaillent de façon itérative, on va dire. Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inclure les tests. nous, on en est déjà là. Et puis ensuite, on va se dire bon bah on va essayer d'inclure le design. C'est-à-dire que tu as un designer dans l'équipe? Et ensuite la livraison. Et tu as un designer Pour dans être l'équipe. bien explicite. Ah oui, tu as un designer dans l'équipe. On va prendre la livraison. Tu as un Ops dans l'équipe. C'est là où on commence à parler d'équipe DevOps. Ça, on en est là aussi. Ouais. Okay. Ensuite, on va pouvoir prendre la conception dans l'équipe. Et la TMA. Et la TMA. C'est dans cet ordre-là? Alors, c'est ça ma question. Je t'invite à regarder, il y a un document qui a été tweeté par John Cutler. Alors, John Cutler, c'est Monsieur PO. Hein, c'est le Monsieur PO à suivre. Et qui a fait justement, lui, sa proposition de comment ça doit ce truc. Alors, de mémoire, je crois que c'était à peu près ce que je te dis là, mais peut-être à vérifier. Juste une question. Là, on a diverses compétences qui interviennent à des moments différents par rapport à une user story. Qui dit moments différents dit charges différentes. Et donc, forcément, comment on fait pour que l'équipe, en un sprint, qu'on puisse dire oui, on peut dédier un designer, 2 testeurs, un Ops en full time pour cette équipe. Alors, c'est parce que là, tu réfléchis avec la méthode qui existe avant. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir 3 devs, 2 testeurs, un Ops. Tu vas avoir 5 personnes qui savent faire le tout. C'est la culture DevOps, ce qu'on appelle la culture DevOps. C'est-à-dire, oui, il y aura des experts. Il y aura des experts, il y aura des gens qui ont une appétence sur un truc ou autre. Et en fait, ces experts, ils doivent diffuser cette information. Donc, tu vas avoir des gens qui savent mener leur feature d'un bout à l'autre de la chaîne. D'accord? Quand tu as le PO qui va te donner ses critères d'acceptation dans son US, en fait, ça veut dire que le dev, il sait quoi tester. Donc, il devient le testeur. C'est une bonne pratique aussi d'avoir des testeurs professionnels qui vont venir les coacher pour les aider à avoir les bons réflexes, les cas à la marge, des trucs comme ça, qu'effectivement, la plupart des devs, malheureusement, en fait, c'est le problème, ils n'apprennent pas. Ça ne fait pas partie de leur cursus d'apprentissage, généralement. Donc, au début, on va avoir des experts qui vont venir les aider justement pour ça. Mais à terme, on doit avoir les gens qui savent à peu près tout faire. D'un bout à l'autre. Design à l'Ops. Alors, pour le design, je vais le mettre un petit peu séparément. Je dirais pas non, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 5 ans. C'est-à-dire que nous, moi, quand je suis arrivé en dev, bah, on était en dev et on installait nous-mêmes les serveurs, on nous les livrait nus et on devait vraiment tout faire, du design à la livraison. Donc c'est possible, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup amusé. Maintenant, avec les designers, et d'ailleurs aussi un peu avec les ops, hein, attention, il y a l'ops as service. Les offres à service et le design, c'est pareil. C'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez le côté du... je l'ai dit tout à l'heure, je perds le mot. Le design system. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ouais. Bah, en fait, quand on a un design system, le rôle du designer s'efface. Plus le design system est alimenté, plus il s'efface. Donc en fait, il n'a pas besoin d'être à temps plein dans l'équipe. Il va être là en cas de nécessité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il fait partie de l'équipe, mais même s'il est sur d'autres sujets, de se dire qu'il fait partie de l'équipe, ça veut dire qu'il s'engage à ce que quand l'équipe en a besoin, il vient les aider. C'est plus ça. Mais il peut être sur d'autres sujets, bien sûr, parce que... Ah. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et les ops, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en vrai, tu as souvent une équipe ops qui va être transverse et qui va pas livrer les produits de cette équipe-là, qui va mettre des services à dispo des équipes pour qu'ils puissent livrer. En gros, c'est ce qu'on trouve avec Amazon Cloud, etc. Hein. Demain, tu te connectes sur le site d'AWS, tu peux livrer un truc. Tu n'as pas la notion à gérer du serveur ou autre. Et en fait, c'est une équipe dédiée qui va te faire ça. Mais ça veut dire que cette équipe-là, c'est une équipe produit. Son produit, c'est la plateforme en tant que service. Cette équipe design est une équipe produit. Son produit, c'est le design system. D'ailleurs, souvent, pour les équipes les boîtes assez avancées là-dedans,
l'équipe design va avoir des UI, donc des designers, des illustrateurs, je ne sais pas comment on veut dire, et des intégrateurs. Parce que du coup, le design system va comprendre vraiment le composant. Et les devs, ils auront juste à aller chercher le composant du bouton. L'avantage, c'est que quand les designers changent d'avis et que le bleu, ils mettent 3% de jaune de plus, en fait, comme c'est une librairie, au prochain déploiement, tous les boutons sont à jour sur l'application. Ça, c'est l'avantage. Oui. Une petite question par rapport à, pas celle de gauche, mais celle de droite, la gauche, la droite. Là. De travailler sur la totalité en même temps. Oui, d'accord. Le problème, c'est qu'admettons, si par exemple, pendant une semaine, une personne prend des vacances ou des arrêts maladie, ce qui peut arriver dans la vie courante, ça risque pas de déstabiliser justement le système du fait de travailler à l'instant T. Et donc, si la personne ou les personnes ne sont pas là, ça risque pas justement de déstabiliser moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien le sprint d'une semaine. C'est-à-dire, si c'est des vacances prévues, normalement, on prévoit. On le sait en début, donc on évite de prendre le truc sur lequel le gars va travailler ou veut travailler. Bon. Si maintenant c'est il se casse une jambe ou voilà, je ne sais plus comment on dit, c'est le camion, l'effet camion, ouais, le truc du bus, là, facteur bus. Voilà, il se prend un bus. Bon, moi je préfère dire il gagne l'auto et il veut pas revenir, c'est plus aimable. En fait, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que par le système, alors ça s'appelle la design review, si ça vous intéresse, on avait fait un épisode sur Scrum Life là-dessus. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit la dernière fois, c'est-à-dire que le gars qui est porteur, il va dire voilà comment je vais le faire, voilà, et puis tout le monde peut réagir, dire attends, tu devrais faire ça comme ça, attention, moi je fais ça, tu devrais prévoir ça comme ça, ok, machin et tout. En fait, il a partagé la façon dont il va faire son code avec tout le monde, ce qui fait que si c'est vraiment la priorité, on peut demander à quelqu'un d'abandonner ce qu'il fait pour continuer ce que la personne avait fait. Et encore plus s'il travaille en pair, c'est encore plus facile. Et au pire, on ne peut pas continuer. L'itération courte, bon on décale de 3 jours, quoi. C'est pas la mort. C'est aussi ça qui est très agréable dans le sprint d'une semaine. Moi, quand je vois les PO qui me disent. C'est ça. Le PO qui dit ouais, mais ils n'ont pas pris ça, c'était pas prêt. Oui, au pire, tu le décales de 3 jours, quoi, 4 jours. Voilà. C'est pas la mort, quoi. Donc c'est ça aussi. Parce que quand on a un sprint d'un mois, effectivement, quand le truc n'est pas prêt, on a plutôt tendance à dire je vous envoie les infos, mais prenez-le quand même. Voilà. Là, on peut se dire non, on ne le prend pas, c'est pas prêt. C'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine. Ça va être l'heure. Okay. Juste une question. Tout à l'heure, tu parlais de parmi la valeur que crée l'équipe, il n'y a pas uniquement la valeur qu'on voit directement sur des évolutions métiers aussi, il y a aussi l'implication que peut avoir l'équipe et sa capacité. Qui est une valeur à plus long terme sur le produit. En fait. C'est un investissement pour optimiser le produit. Et du coup, par rapport à l'exemple que tu donnes sur